plage s'étirait sur 3 kilomètres entre le village des pêcheurs et l'endroit particulièrement tu choisi pour l'échouage. Deux chemins parallèles, à peu près carrossables malgré le sable qui ça et là en épaississait la chaussée de la Territe, traversaient la cocoterie à quelques centaines de mètres de distance, reliant la route au bord de mer. Or depuis la veille, une barrière solidement cadenassée interdisait l'accès à ces chemins. Et c'est seulement après déverrouillage, et sous la surveillance d'agents de sécurité armés, que le matin même, à l'aube, l'une des barrières s'était levée devant un défilé de camions comme on n'en avait jamais vu dans le coin. Le déchargement du matériel et des baraques de chantier ainsi que l'activité des gros engins de terrassement arrivés sur camions plateaux soulevèrent un vacarme qui s'entendit à plus de 1000 mètres à la ronde. Au grincement des bras de levage, s'ajoutait l'ânement des bulldozers et le cliquetis désordonné des plaques de roulage qu'on entassait avant installation, et celui aussi des éléments d'échafaudage qu'on regroupait en lots distincts. Le sable crissait sous les pneus, crissait sous les chenilles, crissait sous les godets dentés des pelleteuses, crissait encore sous les plantes de pied ou les semelles de dizaines d'ouvriers. On se hélait d'une voix forte. Des consignes étaient lancées par mégaphone et de temps en temps un coup de sifflet fusait, le tout sans que cesse à aucun moment le tremblotant ronflement du groupe électrogène. Dans Énougeant, César s'entretenait régulièrement par talkie-walkie avec le contremaître qui le secondait. Parfois aussi il appelait Weiwei sur son portable, ou c'était Weiwei qui l'appelait, mais très souvent les deux hommes se trouvaient l'un près de l'autre et se concertaient de vive voix. La pause déjeuner eut lieu à midi, entraînant le décrescendo de divers moteurs avant leur arrêt complet. Les mouvements se firent rares. Du coup, le silence aérien s'entendit de nouveau, immense au-dessus du fracas répété des rouleaux et de l'invariable frottement succiant du flux et du reflux. Le travail d'aménagement du chantier avait repris depuis une bonne heure quand arriva un nouveau groupe d'ouvriers, quelques-uns à moto, les autres amenés par trois vieux pics. Hop, ils se tenaient 8-9 assis à même le plancher métallique ou sur le rebord des godelles. Puis le Noplioff fut en vue. Il approchait lentement, comme fatigué. De plus le surhaussement le faisait paraître maladroit, inestable sur sa coque et près de chavirer à toute instant 190 même ainsi. Les justes proportions de son long pont avant et de son château arrière lui conservaient quelque chose de son élégance de toujours. Enfin, arrivé face à l'emplacement préparé pour l'échouage, il jeta l'ancre, et les deux zodiacs de sauvetage furent mis à l'eau sans tarder. Les deux canots, savamment pilotés par leurs barreurs respectifs, avaient passé l'obstacle des rouleaux côtiers sans trop de difficulté. L'un avait pris le plus court vers le rivage, comme allait le faire bientôt le Noplio. L'autre était d'abord resté au large des vagues déferlantes, progressant parallèlement à la côte, et c'est seulement parvenu à la hauteur de l'embouchure du noyau qu'il avait piqué droit sur celle-ci, avant de s'y engager pour remonter le fleuve comme prévu. Sourd et muet, le matelot qui barrait le second zodiaque s'exprimait par signes. Il ne s'adressait qu'à Augustin, lequel en retour prenait soin de lui parler en articulant distinctement, avec les lèvres bien en évidence. Sur un nouveau signe du sourd-muet, le steward se saisit de la gaffe d'accostage avec cette jauge improvisée, il entreprit de mesurer la profondeur de l'eau sur laquelle le canot avançait avec prudence. Il sonda une fois, sonda deux fois. Le fleuve, à mesure qu'on en remontait le cours, devenait moins navigable. L'étau de la forêt ainsi que l'extension des hautes herbes aquatiques et des palétuviers en resserraient les deux rives, et la vase, à de nombreux endroits, en rehaussait le lit dangereusement. Il fallut couper le moteur et le basculer vers l'intérieur de l'embarcation pour éviter que l'hélice touche le fond. On avança à la rame. Puis il s'avéra moins incommode, sinon beaucoup plus efficace, de se servir de la gaffe comme d'une perche. Cependant les 6 passagers, enfants et adultes, s'efforçaient de percer l'argileuse opacité de l'eau afin d'anticiper les hauts fonds vaseux. En vain, le canot s'enlisa. Cachy et Augustin durent le pousser pour ça s'immerger jusqu'aux genoux. Mais manquant d'appui solide sous les pieds, ils glissèrent, tombèrent à plusieurs reprises au cours de l'opération et se retrouvèrent tous deux couverts de boue, et tout dégoulinant. Aussi eurent-ils quelques difficultés, malgré l'aide de Gu, à passer par-dessus le bord arrondi du zodiaque quand ils voulurent regagner leur place. Par la suite, la boue en séchant non seulement raidit leurs vêtements, mais elle macula même leurs cheveux et forma sur leur peau d'épaisses plaques marquées de craquelures. Cette croûte, associée aux lunettes de soleil et à l'effacement des yeux d'air, l'image réfléchie du paysage, donna aux deux hommes une allure étrange,
devant laquelle PER 198-27 Penny avait répété le cuisinier. Et comme le reste de la réponse ne venait pas, Augustin avait pris le relais. La chatte était partie avec le gros de l'équipage, avait-il dit. Dans l'autre zodiaque, c'est le Bosco qui s'en occuperait désormais. Un silence avait suivi, semblable à celui que suscite un sentiment de gêne collectif ou l'approche du séisme. De fait, au loin, vers le bord de mer, le bruit démesuré d'un choc avait retenti, si brutal que le soir n'avait tremblé à l'intérieur des terres et tremblé aussi l'eau du fleuve, et jusqu'au corps semi-pneumatique du canot. Il y avait une clameur là-bas, comme de victoire. Et maintenant s'échelonnait en trois plans sonores le clapotement apaisé de l'eau contre le caoutchouc gonflé d'air, puis le bruissement de la forêt alentour, craquement, froissement, cris, sifflements, puis encore. Quoique s'éloignant et s'assourdissant peu à peu, descend le boucan soulevé par la démolition qui commençait. On devinait à distance le fourmillement des ouvriers affairés et la force des machines en action. À des dizaines d'endroits à la fois, l'acier hurlait sous le tranchant des scies circulaires. Ailleurs il était mordu, percé, martelé, chauffé à blanc. Depuis 100 jets d'eau l'aspergeaient pour refroidir le feu des cisailles géantes ou des chalumeaux. Le fleuve cependant ne gardait aucune trace de l'onde de choc qu'il avait secouée quelques minutes plus tôt, ni la forêt, qui pourtant s'était tue instantanément au bruit formidable de l'échouage. Tous ces habitants animaux, restés un temps en alerte, devaient maintenant s'être habitués au vacarme qui continuait de leur parvenir du chantier de bord de mer, car ils ne s'en souciaient plus. Mouches ou moustiques, papillons, libellules avaient repris les activités propres à leur espèce respective, et de même les grenouilles, les margouillas, les serpents, les varans, les singes. Les oiseaux également, nombreux, en particulier les colibris, gobeurs de menus insectes à l'occasion, mais surtout minuscules eux-mêmes, et voraces pompeurs de nectar. Depuis le zodiaque, on les voyait aller et venir à une vitesse éclair en lisière de végétation. Ils s'arrêtaient pile devant une fleur écarlate pour y plonger le bec, volant sur place le temps de la ponction, puis se dégageant pour repartir vers une nouvelle fleur, une nouvelle couleur, un nouveau surplace obtenu par moulinet d'ailes ultra, rapide et ainsi de suite. Ils se déplaçaient avec la même vivacité gourmande dont fait preuve aussi la mémoire quand, parcourant l'immobile cortège des souvenirs, elle saute de l'un à l'autre qu'elle ranime et revisite, abandonnant celui, si figé dans un passé ancien pour celui-là plus récent, ou remontant à un encore plus ancien, revenant à un encore plus récent puis de nouveau l'oubliant, le délaissant, bientôt toutefois y retournant, sans cesser jamais de palpiter au rythme fragile et effréné d'un cœur ému. Les 6 passagers du zodiaque s'étaient montrés mutuellement du doigt les oiseaux-mouches, et les plus jeunes avaient multiplié exclamations admiratives et commentaires avant que le mutisme ne les reprenne tout. Les regards alors, excepté ceux du barreur sourd-muet, s'étaient portés vers l'aval invisible du moyeu et le chantier dont les bruits, avec l'éloignement, continuaient de progressivement faiblir. Sans doute les mémoires s'activaient-elles à présent, tournées vers le Nopli auquel ressuscitait à divers moments de ses 13 ans de service. Il naviguait chargé au maximum, les œuvres vives profondément immergées dans la mer de corail ou dans les eaux territoriales grecques, françaises, hollandaises, ou dans celle du Pôle Noir, à l'intersection nord-sud des deux Atlantiques, où c'était des années plus tôt, il sentait 202 le 9, ses bastingages vernissés n'étaient nulle part piqués de rouille et ses cordages semblaient n'avoir jamais trempé dans l'eau, où c'était le lendemain de son dernier passage par Gibraltar, Perpétué Jeanfa jouait dans la cale, la chatte Penny miaulait tandis que Kachi cuisinait, ou encore c'était l'heure d'une escale à Cristobal la même année que le Pôle Noir. Il s'était retrouvé amarré juste à côté du Palamède, rampe de chargement redressée à la verticale, échelle de coupée relevée, prêt une fois de plus à appareiller et à regagner la solitude de la haute mer. Perpétue, dans le zodiaque, eut un brusque mouvement de recul et grimaça tout en agitant avec véhémence les 5 doigts devant la figure. Jeanfa l'imita. Tous deux râlèrent contre les moucherons. Ce ne fut toutefois qu'une nuée passagère, et les enfants revinrent au colibri. Les adultes avaient-ils vu ça, voler à cette vitesse, et les démarrages, le surplace, les loopings, la marche arrière. Augustin fit remarquer que tout véloces et minuscules qu'ils étaient, ces oiseaux-là ne pouvaient être des colibris parce qu'il n'y avait pas de colibris en Afrique. Il devait s'agir d'une espèce voisine. Gu avança le nom de Zuimanga.
Personne à bord du canot ne connaissait ce nom, Swimangas ensemble, quoique pas très synchrone, Perpétue et Jeanfa protestèrent. Il y en avait, des colibris, chez Tata à l'ouverture. Talou elle-même et tout le monde les appelait colibris et c'était bien les oiseaux qu'on voyait là. On se rangeait à l'usage local va pour colibri. Mais tout de même, un silence marquait que la discussion n'avait pas été loin de tourner à la fâcherie. Et quand il y eut de nouveau un échange de paroles, ce fut à mi-voix, en confidence, et entre les deux enfants exclusivement. Furent évoqués de la sorte ouais, l'avenir, Missu MPSEY ils vont se marier. Jeanfa était d'accord avec ce pronostic, même si après avoir fermement acquiescé de la tête il se reprit. Perpétue avait dit quoi, Yin?